Stop! Avant de continuer à faire défiler la page, posez-vous la question suivante, avez-vous déjà été complètement captivé par une femme, pour ensuite ressentir une terreur primitive et inexplicable face à la profondeur de son pouvoir? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les relations, l'amour et le désir ressemblent à un jeu ancien et dangereux auquel on ne vous a jamais appris à jouer? Si oui, approchez-vous. Car au cours des 12 prochaines minutes, nous allons lever le voile sur le secret le plus refoulé et le plus explosif de l'existence humaine, les découvertes terrifiantes de Freud sur la sexualité féminine, et les raisons pour lesquelles la psychologie moderne a désespérément tenté de les enterrer. Il ne s'agit pas seulement de sexe, mais des forces brutes et sans filtre qui forgent les civilisations, font s'effondrer les empires et dictent le destin même de chaque homme qui ose aimer une femme. À la fin de cette révélation, vous verrez les relations, les femmes et vous-même d'une manière que vous ne pourrez plus jamais ignorer. Et une fois que vous saurez, vous ne pourrez plus jamais revenir en arrière. Imaginez-la. Pas n'importe quelle femme, mais la femme. Celle qui hante vos rêves, celle qui a brisé votre cœur, celle que vous désirez toujours malgré la douleur brûlante. Maintenant, imaginez Freud, la fumée de son cigare tourbillonnant autour de sa tête, penché en avant dans son fauteuil en cuir usé, les yeux brillants d'une connaissance interdite qui ferait trembler la plupart des hommes. Il vous dirait ceci, ses désirs ne sont pas ce que vous pensez. Son amour n'est pas ce que vous croyez. Et son pouvoir sur vous est bien plus ancien, bien plus primitif que la civilisation elle-même. Les travaux de Freud sur la sexualité féminine n'étaient pas seulement controversés, ils étaient, et restent, profondément dangereux. Il a méticuleusement décortiqué les couches polies et fragiles de la société, exposant les pulsions brutes et inconscientes qui régissent l'attirance, l'amour et la trahison. Ce qu'il a mis au jour était si fondamentalement dérangeant que même ses disciples les plus proches ont tenté frénétiquement de l'enterrer. Pourquoi? Parce que les idées de Freud révèlent une vérité que la plupart des hommes ne sont absolument pas prêts à entendre, la sexualité des femmes n'est pas passive. C'est une force de la nature, chaotique, imprévisible et souvent impitoyable. Laissez-moi vous raconter une histoire qui aurait ravi Freud lui-même. Dans les années 1880 à Vienne, une jeune femme brillante nommée Bertha Pappenheim, immortalisée dans les études de cas de Freud sous le nom d'Anao, est devenue la hystérique, la plus célèbre de l'histoire. Elle souffrait d'une paralysie déroutante, d'hallucinations vives et même d'une personnalité fragmentée. Mais voici la partie choquante, ses symptômes terrifiants disparaissaient à chaque fois qu'elle parlait de ses désirs sexuels refoulés. La conclusion bouleversante de Freud? L'hystérie était une conséquence directe de la sexualité féminine réprimée. Réfléchissez un instant. Le corps d'une femme, son esprit même, pouvait littéralement s'éteindre sous le poids étouffant d'un désir inavoué. Et comme si cela ne suffisait pas, Freud est allé plus loin, la répression sexuelle des femmes n'était pas seulement personnelle, c'était une obligation culturelle profondément ancrée. Toute l'époque victorienne, bastion du contrôle social, avait impitoyablement transformé le désir féminin en un tabou indicible. Les conséquences, comme Freud l'a minutieusement documenté, ont été catastrophiques. Mais c'est là que cela devient encore plus sombre, plus troublant. Freud affirmait que toutes les femmes, au plus profond de leur inconscient, nourrissaient un désir secret et primitif pour leur père. Oui, vous avez bien entendu. Le complexe d'Électre, pendant controversé du complexe d'Édipe masculin, postulait que les jeunes filles, en réalisant qu'elles n'avaient pas de pénis, développaient une envie du pénis, profondément ancrée. Cette envie se transforme alors en un désir sexuel puissant, souvent inconscient, dirigé vers leur père. Il ne s'agissait pas seulement d'une théorie abstraite et académique. Freud a documenté de nombreux cas de femmes dont les névroses profondes, les fétichismes bizarres et même leurs choix matrimoniaux ultimes étaient manifestement dictés par cette fixation inconsciente et incestueuse. L'un de ces exemples les plus effrayants, une femme qui ne pouvait atteindre l'orgasme qu'en fantasmant sur le fait d'être une prostituée dominée par son propre père. Avant de rejeter cette théorie comme étant les divagations d'une folie victorienne, je vous mets au défi de vous demander combien de femmes vous connaissez qui sont inexplicablement attirées par des hommes plus âgés et autoritaires? Combien d'entre elles présentent ce que l'on appelle communément des problèmes paternels, qu'elles ne peuvent tout simplement pas expliquer, même à elles-mêmes? Freud n'hésiterait pas. Il vous regarderait dans les yeux et vous dirait, ce n'est pas un problème. C'est un instinct. Prenez l'exemple de la patiente la plus célèbre de Freud, Dora. Une jeune fille de 18 ans, amenée chez lui pour une dépression sévère et des quintes de toux nerveuses chroniques. Après des mois d'analyse intense, Freud a lâché une bombe, ses symptômes trouvaient leur origine dans son désir refoulé pour la maîtresse de son père. Plus choquant encore,
Dora a brusquement quitté Freud, refusant avec véhémence d'accepter son interprétation. La plupart des historiens considèrent cela comme le plus grand échec professionnel de Freud. Mais si Dora ne rejetait pas vraiment son analyse? Et si elle en était absolument terrifiée? Et si la vérité était si insupportable, si profondément troublante, qu'elle préférait vivre dans le déni plutôt que d'affronter les profondeurs abyssales de ses propres désirs inconscients? Voilà, mes amis, le pouvoir terrifiant du travail de Freud. Il ne se contente pas de décrire la sexualité féminine, il la dévoile. Et une fois que vous l'avez vue, une fois que vous l'avez vraiment comprise, vous commencez à la remarquer partout. Les découvertes révolutionnaires de Freud ne sont pas seulement des curiosités académiques, elles constituent en fait des outils de survie pour tout homme qui navigue dans les eaux tumultueuses des relations amoureuses. Si vous vous êtes déjà demandé avec angoisse pourquoi les femmes sont systématiquement attirées par les « mauvais garçons », alors qu'elles clament haut et fort vouloir des « gentils garçons », si vous avez été déconcerté par le fait que certaines femmes, sans raison apparente, sabotent des relations parfaitement heureuses. Si le désir féminin lui-même vous semble totalement irrationnel, contradictoire, voire profondément autodestructeur, alors Freud a les réponses à vos questions. Car sous le maquillage soigneusement appliqué, les publications méticuleusement sélectionnées sur les réseaux sociaux, les personnalités sophistiquées, les femmes restent, au fond d'elles-mêmes, des animaux. Et les animaux, mes amis, suivent leur instinct, pas la logique. Mais la révélation la plus sombre et la plus troublante de Freud est encore à venir. Préparez-vous, car nous allons exposer la pulsion de mort féminine, cette impulsion cachée et destructrice qui pousse certaines femmes à s'autodétruire et qui peut entraîner avec elle des hommes qui ne se doutent de rien. Vous rencontrerez la femme fatale réelle qui a directement inspiré les théories les plus terrifiantes de Freud, et surtout, vous apprendrez à les repérer, à reconnaître cette force destructrice avant qu'elle ne ruine complètement votre vie. Freud n'a pas seulement étudié méticuleusement le désir, il a également étudié la destruction. Et cette vérité effrayante n'était nulle part plus évidente que dans sa théorie révolutionnaire de la pulsion de mort, une pulsion inconsciente vers le chaos, l'auto-sabotage et, finalement, l'anéantissement. Mais ce que Freud a vraiment compris, et que la psychologie moderne refuse catégoriquement d'affronter, c'est que les femmes entretiennent une relation particulièrement forte avec cette force destructrice. Pensez aux femmes de votre entourage. Celles qui semblent s'épanouir dans les drames constants. Celles qui, de manière inexplicable, quittent des hommes véritablement bons pour des hommes violents. Celles qui semblent presque accros à leur propre souffrance. Freud vous dirait sans équivoque, ce n'est pas un hasard. C'est, de manière troublante, voulu. Permettez-moi d'illustrer ce qu'il voulait dire. En 1895, Freud a traité une jeune femme. Belle, intelligente, issue d'une famille aisée et fiancée à un homme qu'elle prétendait aimer profondément. Pourtant, quelques semaines avant son mariage, elle s'est inexplicablement jetée sous une calèche. Elle a survécu, physiquement. Mais lorsque Freud a creusé plus profondément, il a découvert quelque chose de vraiment effrayant, elle ne voulait pas mourir. Elle voulait désespérément ruiner le mariage. Pourquoi? Parce que plus elle se rapprochait du bonheur véritable, plus celui-ci devenait insupportable, terrifiant. Son inconscient préférait détruire complètement son avenir plutôt que d'affronter la perspective terrifiante d'en avoir un. Freud a appelé cela Thanatos, la pulsion de mort, et il croyait, de manière effrayante, qu'elle était intrinsèquement plus forte chez les femmes. Avant de rejeter cette théorie comme étant purement misogyne, je vous invite à considérer les preuves historiques et psychologiques accablantes. L'histoire, tant ancienne que moderne, regorge de femmes qui incarnaient cette pulsion de mort. Prenez Lucrezia Borgia, la noble femme de la Renaissance, qui, selon la rumeur, empoisonnait ses amants après une seule nuit de passion. Ou Elisabeth Báthory, la comtesse hongroise qui, selon la légende, se baignait dans le sang de vierge dans une tentative désespérée et dérangée de préserver sa jeunesse. Ce n'étaient pas seulement des monstres, aux yeux de Freud, elles étaient des études de cas vivantes, des femmes dont la sexualité était inextricablement liée à un profond désir intrinsèque de destruction. Mais voici la vérité vraiment dérangeante, il n'est pas nécessaire d'être un tueur en série pour posséder cet instinct. Freud affirmait que toutes les femmes portent en elles une étincelle de cette obscurité primitive. C'est précisément la raison pour laquelle certaines femmes trompent compulsivement des partenaires par ailleurs parfaits. C'est pourquoi d'autres provoquent délibérément des disputes, juste pour ressentir quelque chose. C'est pourquoi la phrase déchirante et contradictoire « je te déteste, ne me quitte pas » est devenue l'hymne terrifiant de tant de relations toxiques. La pulsion de mort ne se manifeste pas toujours par la mort littérale. Parfois,
de manière plus insidieuse, il s'agit d'un suicide lent et douloureux par autodestruction. L'une des affirmations les plus controversées et, pour beaucoup, les plus choquantes de Freud était que les femmes érotisent souvent leur propre oppression. Il a cité d'innombrables cas de femmes battues qui défendaient farouchement leur mari, de victimes de viols qui, de manière choquante, tombaient amoureuses de leur agresseur, et, plus troublant encore, de femmes qui fantasmaient ouvertement sur le fait d'être dominées, voire violées. Les féministes modernes pourraient qualifier cela de « misogynie intériorisée ». Freud, avec son regard sans concession sur l'inconscient, appelait cela la « compulsion de répétition », ce besoin profond et inconscient de recréer un traumatisme passé, non pas pour y échapper, mais pour le « maîtriser » en le revivant. Pensez à cette femme qui, à chaque fois, ne sort qu'avec des hommes qui finissent inévitablement par lui faire du mal. Celle qui avoue « je sais qu'il n'est pas bon pour moi, mais je ne peux pas m'en empêcher ». Freud rétorquerait calmement « elle peut s'en empêcher ». Elle ne veut tout simplement pas, car à un niveau profondément tordu et inconscient, pour elle, la douleur est inextricablement liée à l'amour. Freud a également observé avec perspicacité que les hommes divisent souvent les femmes de manière simpliste en deux catégories archétypales, la madone pure et la prostituée pécheresse. Mais ce qu'il a vraiment découvert, c'est que les femmes elles-mêmes opèrent cette même division dévastatrice dans leur propre psychisme. Il a traité d'innombrables femmes qui avaient profondément honte de leurs propres désirs, qui ne pouvaient vraiment profiter du sexe qu'après s'être dégradées elles-mêmes. Une patiente, catholique fervente, priait avec ferveur après chaque orgasme, implorant le pardon de Dieu. Une autre ne pouvait atteindre l'orgasme qu'en s'imaginant prostituée, payée pour avoir des relations sexuelles. La conclusion effrayante de Freud, les femmes n'ont pas seulement une sexualité, elles mènent une guerre interne perpétuelle contre celle-ci. Et cette guerre interne brutale se répercute inévitablement sur toutes les relations qu'elles nouent. Si vous avez déjà été avec une femme qui vous a puni pour ses propres désirs, qui vous a accusé de l'utiliser, quelques instants après avoir initié une relation intime, qui a mystérieusement saboté une relation parfaitement saine juste au moment où les choses devenaient sérieuses, Freud vous dirait avec une honnêteté brutale, vous n'avez jamais été le problème. Vous n'étiez qu'une victime de sa guerre inconsciente et incessante contre elle-même. Voilà, mes amis, la véritable raison, bien que dérangeante, pour laquelle les « gentils garçons » finissent souvent derniers. Ce n'est pas que les femmes veulent vraiment des mauvais garçons, c'est que les mauvais garçons, avec leur imprévisibilité et leur danger inhérent, incarnent le chaos même qui attire irrésistiblement une partie d'elles-mêmes. Mais Freud ne s'est pas contenté de diagnostiquer le problème, il a proposé une solution profonde, bien que difficile à mettre en œuvre. Selon lui, une femme qui comprend véritablement sa propre pulsion de mort possède le pouvoir de la maîtriser. Il a cité des cas convaincants de femmes qui, grâce à un processus de psychanalyse ardu, ont mis fin à leurs comportements autodestructeurs, ont appris à séparer minutieusement l'amour de la douleur et ont activement choisi le bonheur au lieu de rechercher inconsciemment la destruction. Mais voici le hic, la pilule amère, la plupart des femmes n'atteignent jamais ce stade. Car affronter la pulsion de mort signifie faire face aux aspects les plus sombres et les plus terrifiants de soi-même, un voyage que peu de femmes ont le courage ou la force d'entreprendre. Mais que se passe-t-il lorsque la sexualité féminine n'est pas seulement autodestructrice, mais qu'elle devient carrément destructrice pour la civilisation? C'est là que nous exposons la théorie la plus dangereuse et la plus réprimée de Freud, comment les désirs refoulés des femmes ont, tout au long de l'histoire, renversé des empires, déclenché des révolutions et détiennent le potentiel de détruire complètement le monde moderne tel que nous le connaissons. Après cela, vous ne regarderez plus jamais l'histoire, ni les femmes, de la même manière. Freud a écrit un jour, de manière effrayante, que « les grandes décisions de l'histoire humaine ont souvent été déterminées par la sexualité refoulée des femmes ». À première vue, cela semble être une hyperbole extravagante. Jusqu'à ce que l'on examine véritablement les preuves. Car l'histoire n'est pas uniquement façonnée par les rois et les conquérants, elle est profondément et irrévocablement façonnée par le désir. Par les forces tacites et insondables de la sexualité féminine qui ont le pouvoir de renverser des dynasties, de déclencher des guerres et de réécrire le destin même des nations. Ce n'est pas une métaphore, c'est une guerre psychologique documentée. Permettez-moi de vous montrer précisément comment cela fonctionne. La guerre de Troie, ce conflit épique immortalisé dans la légende, n'a pas vraiment été menée pour l'honneur. Elle n'était pas fondamentalement une question de territoire. Elle a été menée, selon les disciples de Freud, parce qu'une femme, Hélène de Troie, voulait être enlevée. La plus belle femme du monde n'a pas simplement quitté son mari, Ménéla, pour Paris. Selon l'analyse freudienne approfondie, elle a choisi le chaos. Elle désirait activement la destruction.
car à un niveau primitif et inconscient, le simple fait d'être enlevé, de déclencher une guerre cataclysmique par sa seule existence, était pour elle le summum de l'excitation érotique. Freud appelait cela l'historicité hystérique. Ce phénomène profond et terrifiant qui consiste pour les femmes à façonner inconsciemment le cours de l'histoire à travers leurs désirs intensément refoulés. Et Hélène, mes amis, n'était que le début dévastateur. La Rome antique, cet empire puissant, s'est effondré pour une multitude de raisons complexes. Mais Freud affirmerait, de manière convaincante, que son déclin a commencé, subtilement, avec une femme nommée Claudia. Une noble romaine qui, avec une précision effrayante, a utilisé sa sexualité comme une arme. Elle a séduit des poètes, corrompu des politiciens puissants et aurait même été responsable du meurtre de son propre mari. Mais son acte le plus dévastateur? Elle a transformé le plus grand orateur de Rome, Cicéron, en son pion involontaire. Lorsque son amant, le populiste radical Catilina, a tenté un coup d'État, Cicéron a courageusement dévoilé le complot. Mais il fut ensuite complètement détruit lorsque Claudia l'accusa faussement de corruption. L'analyse de Freud. Elle ne se souciait pas de politique. Elle se souciait du pouvoir, ce pouvoir enivrant qui vient de réduire de grands hommes à de simples marionnettes. Cela vous semble familier? La Révolution française, ce soulèvement sanglant, ne concernait pas seulement le prix du pain. Il s'agissait fondamentalement de propagande, en particulier des rumeurs salaces et rampantes sur la prétendue dépravation de Marie-Antoinette. Des pamphlets l'accusaient d'organiser des orgies lesbiennes à Versailles, d'avoir ruiné la France pour financer ses fétiches extravagants, d'avoir murmuré la phrase tristement célèbre, qu'il mange de la brioche, alors que ses paysans mouraient de faim. Rien de tout cela n'était vraiment vrai. Mais Freud aurait soutenu que cela n'avait pas d'importance. Car le fantasme d'une reine insatiable sexuellement, d'une figure monstrueuse, était bien plus explosif, bien plus révolutionnaire que n'importe quelle réalité. Les révolutionnaires ne voulaient pas seulement tuer Marie-Antoinette, ils voulaient la punir pour l'idée même qu'elle représentait. Ceci, mes amis, est la pulsion de mort à l'œuvre à une échelle terrifiante, à l'échelle de toute une civilisation. L'époque de Freud était, comme on le sait, obsédée par les « femmes hystériques ». Ces épouses respectables de la classe moyenne qui souffraient de crises déroutantes, de paralysie soudaine et d'une foule de troubles nerveux mystérieux. Les médecins, complètement déconcertés, prescrivaient souvent des massages vaginaux, grossiers pour soulager leurs symptômes, un horrible précurseur de ce qui allait devenir le vibromasseur, le traitement de l'hystérie original. Mais Freud, avec sa perspicacité pénétrante, a vu la terrible vérité. Ces femmes n'étaient pas vraiment malades, au sens conventionnel du terme. Elles étaient affamées, totalement réprimées par les contraintes étouffantes de la morale victorienne. Leur sexualité puissante et refoulée s'est transformée, déformée et a éclaté en maladie. Leur corps criait ce que leur bouche n'osait pas dire. Et dans leur profonde souffrance, elles ont involontairement donné naissance à la psychologie moderne elle-même. Car toute la carrière de Freud, ses idées révolutionnaires, ont commencé par une prise de conscience profonde et terrifiante, le désir féminin est si incroyablement puissant que, s'il est nié, s'il est réprimé, il peut littéralement remodeler la réalité. Revenons à aujourd'hui. Les acteurs ont changé, mais le jeu, tragiquement, reste exactement le même. Des femmes qui couchent avec des rockstars, sachant pertinemment qu'elles seront rejetées, car la destruction, le chagrin inévitable, est le but recherché. Des femmes qui épousent des hommes riches et influents uniquement pour les ruiner systématiquement, car le pouvoir, le contrôle pervers, est la drogue ultime. Des cas de fausses accusations, où des femmes qualifient rétrospectivement des relations consenties d'agression, car le récit captivant et dramatique est bien plus enivrant que le simple sexe. Freud affirmerait avec force, ce n'est pas nouveau. C'est archétypal. La pulsion de mort ne disparaît pas, elle s'adapte simplement, se métamorphosant pour s'adapter aux contours de chaque nouvelle ère. Si vous pensez qu'il s'agit simplement d'histoire, reléguée en toute sécurité au passé, vous vous trompez dangereusement et tragiquement. Car en ce moment même, il y a des femmes qui sortent avec des hommes qu'elles méprisent, poussées par un besoin pervers de les réparer. Des femmes sabotent des relations stables et aimantes pour courir après une alchimie éphémère et destructrice. Des femmes utilisent le mouvement #MeToo comme une arme, non pas pour obtenir justice, mais pour revivre inconsciemment un traumatisme passé. L'avertissement sévère et urgent de Freud résonne à travers les décennies, tant que les femmes n'auront pas affronté leur propre part d'ombre, les hommes continueront à en payer le prix exorbitant. Mais il existe une issue. C'est la révélation finale,
la plus cruciale, la solution largement inédite de Freud. La technique interdite qu'il a minutieusement mise au point pour immuniser les hommes contre le chaos dévastateur du désir féminin. Et une fois que vous possédez cette connaissance, une fois que vous intégrez cette compréhension, aucune femme, aucune force de la nature ne pourra plus jamais vraiment vous déstabiliser. Freud a consacré toute sa vie à démêler minutieusement le chaos profond et souvent terrifiant du désir féminin. Mais ce faisant, il a laissé derrière lui quelque chose de bien plus précieux que de simples avertissements, il a laissé une arme. Non pas une épée à brandir contre les femmes, mais une armure impénétrable pour les hommes. Un moyen de naviguer dans les tempêtes les plus turbulentes des relations humaines sans s'y noyer complètement. Il ne s'agit pas de manipulation. Il ne s'agit pas de contrôle grossier. Il s'agit de voir clairement, de comprendre les forces profondes qui sont à l'œuvre afin qu'elles ne puissent plus, inconsciemment, vous manipuler. Laissez-moi vous montrer comment cela fonctionne. La première couche, le détachement sans indifférence. Le patient le plus controversé de Freud n'était pas une femme, c'était lui-même. Dans ses lettres privées, il avouait une fascination presque obsessionnelle et dévorante pour l'hystérie féminine. Il rêvait de ses patientes. Il analysait méticuleusement ses propres réactions viscérales à leur égard. Et dans cette auto-observation rigoureuse, il a découvert quelque chose d'absolument crucial, les hommes qui étaient complètement détruits par les femmes n'étaient pas ceux qui les haïssaient. C'étaient, dans leur grande majorité, ceux qui les adoraient. Prenons le cas de RK, un homme d'affaires riche et puissant qui est tombé éperdument amoureux d'une jeune femme très hystérique. Elle le tourmentait, alternant entre le séduire intensément et l'accuser vicieusement d'agression. À la fin, il était brisé, suppliant Freud de l'aider, sa fortune et sa santé mentale en ruine. Le diagnostic sans appel de Freud, RK ne l'aimait pas, il était accro à son chaos, au drame même qu'elle lui infligeait. La solution, que Freud a perfectionnée, le détachement. Non pas comme de la froideur, mais comme une observation clinique et objective. Freud s'est minutieusement entraîné à étudier le désir féminin comme un scientifique étudie un virus virulent, non pas pour le juger, mais pour le comprendre en profondeur. Et dans cette compréhension, il a trouvé sa propre immunité. La deuxième couche, le pouvoir du non-dit. L'une des techniques les plus puissantes et les plus révolutionnaires de Freud était le silence profond. Face aux violentes crises émotionnelles d'une femme, sa rage, ses larmes, ses accusations, ses déclarations dramatiques, il restait souvent silencieux. Non par cruauté, mais parce qu'il connaissait une vérité fondamentale, plus un homme réagit, plus il perd involontairement de son pouvoir. Il a documenté de nombreux cas de maris qui, en suppliant, en argumentant ou en s'excusant sans cesse, ne faisaient qu'alimenter les crises hystériques de leurs femmes. Le schéma était toujours le même, de manière effrayante, plus l'homme s'engageait, plus la situation empirait, devenait destructrice et chaotique. Mais les hommes qui refusaient catégoriquement de jouer le jeu, ils gagnaient, presque par défaut. Non pas parce qu'ils étaient sans cœur, mais parce qu'ils comprenaient profondément que l'hystérie féminine n'est pas une véritable demande d'attention, il s'agit plus souvent d'un test primitif de domination, d'une tentative inconsciente de contrôle. La troisième couche, le paradoxe de la figure paternelle. Freud remarqua quelque chose de particulier, quelque chose de profondément significatif, chez les femmes qui ne s'autodétruisaient pas. Toutes, sans exception, entretenaient des relations saines et équilibrées avec leur père. Pas des relations d'adoration. Pas des relations traumatisantes. Mais des relations fondées sur un respect sincère, sans peur paralysante. Il s'est rendu compte que ce n'était pas une coïncidence. Freud croyait, avec une conviction absolue, que la relation fondamentale d'une femme avec son père dictait, fondamentalement, sa relation avec tous les hommes. La femme qui idéalisait son père, elle passerait toute sa vie à courir après des hommes inaccessibles, tout aussi idéalisés. La femme qui détestait profondément son père, elle punirait inconsciemment chaque homme qui entrerait dans sa vie pour ses péchés. Mais la femme qui respectait sincèrement son père, qui le voyait clairement, avec ses défauts et tout le reste, elle rechercherait des hommes qui méritaient vraiment ce respect, qui incarnaient une masculinité saine. Pour les hommes, la leçon est claire, vous n'êtes pas son père. Mais vous pouvez apprendre beaucoup de l'archétype de la figure paternelle saine et respectée. La quatrième couche, l'art de la sublimation. La plus grande et la plus stimulante des intuitions de Freud ne concernait peut-être même pas directement les femmes, mais plutôt les hommes. Il croyait sans équivoque que les hommes les plus sains et les plus prospères redirigeaient leur puissante énergie sexuelle, leur pulsion primaire brute, vers des actes de création profonde, vers l'art, la science, les affaires, la philosophie.
Il appelait cette puissante transformation la sublimation, l'alchimie ultime qui consiste à transformer un désir primitif en quelque chose de plus élevé, de capable de changer le monde. Les hommes qui échouaient dans cette réorientation cruciale, ils devenaient des « gentils garçons », suppliant pathétiquement pour obtenir quelques miettes d'attention féminine. Ils devenaient des cyniques amers, tragiquement convaincus que toutes les femmes étaient des tyrans maléfiques déterminés à contrôler et à maltraiter. Mais les hommes qui ont réussi, qui ont maîtrisé cet art de la sublimation, ils sont devenus imparables. Parce qu'ils ont compris que le désir féminin, bien que puissant, n'est pas le but ultime. Il s'agit souvent d'une distraction profonde qui détourne de la véritable mission, le développement de soi, la poursuite d'un objectif, la construction d'un héritage. La dernière couche, le noyau indestructible. La révélation la plus personnelle et la plus profonde de Freud est venue tard dans sa vie, après des décennies passées à étudier méticuleusement les recoins les plus sombres et les plus insondables de la psyché humaine. Il a écrit, avec une profonde sagesse née de l'expérience, la seule façon de survivre à la tempête est de devenir la tempête. Il ne voulait pas dire qu'il fallait embrasser le chaos ou devenir destructeur soi-même. Il voulait dire, fondamentalement, le transcender. Car les hommes qui comprennent vraiment la sexualité féminine ne sont pas ceux qui la craignent. Ce sont ceux qui l'étudient méticuleusement, qui respectent son pouvoir inhérent, mais qui, surtout, refusent d'être consumés par elle. Ce sont ceux qui bâtissent des empires, qui créent des chefs-d'œuvre, au lieu de courir sans cesse après des amantes éphémères. Il ne s'agit pas de « gagner » contre les femmes. Il s'agit de se reconquérir soi-même. Il s'agit de retrouver votre autonomie, votre raison d'être, votre âme même. Car la leçon ultime et la plus durable de Freud ne concernait pas vraiment les femmes. Elle concernait toujours vous. Votre mission. Votre santé mentale. Votre héritage. Le reste n'est que bruit. Si cela vous interpelle, si vous ressentez les frémissements de cette connaissance interdite, tapez « un chaque LED » dans les commentaires ci-dessous. Vous détenez désormais les clés du labyrinthe. Que choisirez-vous d'en faire? Cela, mon ami, ne dépend que de vous.